Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. Voici ce qui domine l'actualité. C'est une visite qui réconforte les pensionnaires de l'orphelinat de Grand Bassam. La princesse Sarah Zeid de Jordanie était en visite en Côte d'Ivoire avant son départ du pays. Elle s'est rendue dans ce centre. Elle est allée s'imprégner des conditions de vie des pensionnaires, uniquement composés de filles. Projet Suède, les résultats sont satisfaisants, c'est ce qui ressort de la présentation du rapport de la ministre Mariatou Kone au siège des Nations Unies à New York aux États-Unis. Elle préside le comité régional de pilotage de ce projet. Il a pour vocation d'apporter des solutions, notamment à la question de l'autonomisation des femmes. Et puis 144 milliards de francs CFA seront investis dans les régions de l'Agné-Bitiassa et de la Mé dans le secteur agricole. Ce sera le Grenier d'Abidjan, annonce faite hier par le ministre de l'Agriculture. C'était à la clôture de la 8e édition des Journées de l'administration agricole décentralisée. Mais avant ce télégramme officiel du président de la République à Sa Majesté Philippe Roi des Belges, Majesté, la célébration de l'anniversaire de votre Majesté et de la fête nationale de votre pays m'offre l'agréable occasion de vous adresser au nom du peuple et du gouvernement ivoirien, ainsi qu'en mon nom propre, mes très vives et chaleureuses félicitations. Je forme à cette occasion solennelle des vœux ardents de santé et de bonheur pour votre Majesté, ainsi que ceux de paix, de concorde et de prospérité pour le peuple du Royaume de Belgique. Je me réjouis du niveau des relations d'amitié et de coopération qui existent si heureusement entre la Côte d'Ivoire et la Belgique et voudrais réitérer ma volonté à œuvrer de concert avec votre Majesté à leur renforcement dans l'intérêt bien compris de nos deux peuples. Haute considération, et c'est signé Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Je vous le disais à l'instant, la princesse Sarah Zeid de Jordanie a visité l'orphelinat du Grand Bassam. Elle est allée s'imprégner des conditions de vie des pensionnaires, un centre uniquement composé de filles, une présence que saluent les autorités de la ville. Vous allez le voir dans ce reportage d'Éric Goré. Les filles de l'orphelinat de Grand Bassam, avec à leur tête la ministre Liramata Bakayoko, ont eu une hôte du jour très spéciale. La princesse Sarah Zeid de Jordanie est dans leurs locaux pour communier avec elle. Cette visite de la princesse jordanienne a tout son sens. Les enfants sont très heureux de vous accueillir et vous disent infiniment merci. Votre visite restera gravée en lettres d'or dans la mémoire de l'institution, car elle est le témoignage de votre amour et de votre générosité à l'égard des enfants. Réfectoire, dortoir, salle de classe sont passés au peigne fin par l'invité du jour. Avant cette étape, elle s'était rendue à la mairie pour recevoir symboliquement les clés de la ville. C'est une grande fierté pour Grand Bassam de recevoir des visites de personnalités de haut rang. Des échanges avec la princesse ont porté évidemment sur le caractère historique de notre ville, sur le label de patrimoine mondial de l'UNESCO. La princesse Sarah Zeid dit avoir été marquée par l'accueil qui lui a été réservé à Grand Bassam. Je suis vraiment ému par cet accueil vraiment extraordinaire. La danse des jeunes filles, j'ai vraiment apprécié. C'est là, merci beaucoup. Cet accueil fait partie des mœurs des populations du Sud Comoué, selon Akaolé, président du conseil régional. Bassam, ancienne capitale de la Côte d'Ivoire, est par excellence une localité hospitalière qui s'est accueillie. D'ailleurs, c'est une localité cosmopolite où tout le monde vit en bonne intelligence. C'est à 19h que la princesse Sarah s'est rendue au pavillon présidentiel de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny, où l'attendaient le vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan, et la ministre Liramata Bakayoko pour lui souhaiter un bon voyage après ce séjour en Côte d'Ivoire. Avant de prendre son vol, elle s'est entretenue avec le vice-président, Daniel Kablan-Duncan. Il est en fin de mission en Côte d'Ivoire. Avant son départ du pays, un dîner d'adieu organisé à l'honneur de l'ambassadeur d'Israël. C'était au ministère des Affaires étrangères. Les autorités ivoiriennes se félicitent de la coopération entre les deux pays. Ahmed Traoré, Abou Sanogo. L'ambassadeur d'Israël en Côte d'Ivoire, au Togo, au Bénin et au Burkina Faso s'en va. Après 3 années passées en Côte d'Ivoire, un dîner d'adieu lui a été offert. Occasion pour Ali Koulibaly, ministre de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, qui représentait le ministre des Affaires étrangères, de faire le bilan des actions menées
C'est en faveur de la coopération bilatérale entre Israël et la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est reconnaissante à l'État d'Israël pour l'appui de près d'un demi-milliard de dollars qu'il lui a apporté en vue de la réalisation de plusieurs projets. Au nombre de ceux-ci figure le traitement d'eau potable pour assurer les besoins en eau potable à plus de 1 500 000 habitants, la construction de lycées professionnels, la fourniture d'équipements médicaux à 100 hôpitaux et l'exploitation d'une unité néonatale au CHU d'Angré, couplée d'une formation. L'ambassadeur a tenu à remercier la Côte d'Ivoire pour le soutien, la confiance et l'amitié qui lui ont été offertes, lui permettant de travailler dans des conditions amicales et fraternelles. Pendant mon séjour en Côte d'Ivoire, je me suis fait de nombreux amis qui m'ont aidé à réussir ma mission dans la convivialité, la chaleur humaine et l'esprit d'ouverture. J'espère avoir contribué au renforcement des relations entre l'État d'Israël et la Côte d'Ivoire. Politiquement, Israël et la Côte d'Ivoire sont deux pays frères depuis l'établissement de deux pays. L'ambassadeur Eli Bentoura a été élevé au grade de commandeur de l'Ordre national de Côte d'Ivoire. Il a servi en Côte d'Ivoire du 8 novembre 2016 au 18 juillet 2019. La ministre de la Solidarité présente les résultats du projet Suède aux Nations Unies. C'était à l'occasion d'un panel de haut niveau tenu à New York. Mariétou Koné préside le comité régional de pilotage de ce projet qui vise entre autres l'autonomisation des femmes. Elle a annoncé que les résultats sont satisfaisants. Des détails avec Mahama Traoré. Lancé en novembre 2015, le projet d'autonomisation des femmes et dividendes démographiques au Sahel, dit projet Suède, porte déjà ses fruits en matière d'utilisation de la contraception moderne et de réduction du taux de mariage d'enfants. Des progrès notables sont enregistrés dans les 7 pays bénéficiaires. La ministre Mariétou Koné, présidente du comité régional de pilotage du projet Suède, a exposé sur le sujet à New York lors d'un panel de haut niveau sur le thème « Financer les écarts et les investissements au niveau des pays pour la santé sexuelle et reproductive ». Entre 2016 et 2018, nous avons enregistré dans les pays Suède 4 302 000 nouvelles utilisatrices de méthodes modernes de contraception. Ce résultat est déjà largement au-dessus des objectifs du partenariat de Ouagadougou qui vise à atteindre 2,2 millions d'utilisatrices d'ici à 2020. En Côte d'Ivoire, le gouvernement consent également de nombreux efforts. Le gouvernement de la Côte d'Ivoire, mon pays, alloue par an environ 1 million de dollars US à l'achat des produits contraceptifs. De même, le programme social du gouvernement ivoirien, dénommé PS-Gouv en abrégé, comprend des dépenses de santé gratuites pour les personnes vulnérables ciblées. Le budget alloué à cette composante étant de 17,3 milliards de francs CFA. Toujours dans le cadre du programme social du gouvernement, cette année, 1 800 000 personnes, dont plus de 32 000 indigents, bénéficient de la couverture maladie universelle. Et ces personnes peuvent dorénavant accéder aux soins de santé à moindre coût. Pour la deuxième phase du projet Suède, les besoins de financement sont estimés à plus de 500 milliards de francs CFA, des ressources à mobiliser auprès des bailleurs de fonds. Débuté hier, il se tient le 10e congrès de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire. Hier, c'était l'ouverture de la rencontre suivie des travaux en commission. Les professionnels de l'information ont également procédé à l'élection du nouveau président de la fêtière. Pour l'instant, le vote n'a pas encore eu lieu. Fin des journées de l'administration agricole délocalisée. L'édition 2019 a refermé ses portes hier dans la région de l'Aniébitiassa de Lamé. Le ministre de l'Agriculture, Mamadou Sangafoa Koulibaly, a annoncé les investissements à venir dans ces localités pour en faire des greniers de la ville d'Abidjan. 144 milliards de francs CFA seront investis dans le secteur, nous dit Noël Niagnou. Les journées de l'administration agricole délocalisée, JIAD, voici 8 ans que ça dure. Les régions élues pour cette 8e édition, l'Aniébitiassa et Lamé. 2 régions situées à 1 heure d'Abidjan, la capitale économique avec ses 6 millions de consommateurs et grosses de potentialités naturelles. Tout est vert. Ça, la quasi-totalité des terres sont arables. On a une pluviométrie entre
1200 et 1700 mm par an, qu'on a un cours d'eau qui fait environ 250 km de Komoué qui traverse toute la région, qu'on est ensoleillé. Paradoxe, c'est la région où l'on a le plus fort taux de pauvreté dans un pays à vocation agricole. On a un taux de pauvreté de 53%, soit 7 points au-dessus de la moyenne nationale. Comprendre cette situation pour mieux réconcilier la conception avec les réalités du terrain, voilà qui explique le choix de ces régions. Intégrer avec la sincérité du monde rural, leurs difficultés et souligner leur espérance en un jour meilleur. Sangafoua Koulibaly, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, et ses collaborateurs ont pris la pleine mesure de cet état des faits. Samedi 20 juillet, ces populations, après les discours, sont venues à travers le défilé, le clou des journées, faire la démonstration de leur savoir et de leur savoir-faire. Une tradition grandeur nature du potentiel agricole de la région, un potentiel qui attend une nouvelle approche de la politique agricole avec le programme national d'investissement agricole de deuxième génération. Pour la phase 2 de Pénia, qui va de 2018 à 2025, on va totalement changer la manière de faire l'agriculture en Côte d'Ivoire. Premièrement, il faut que cette agriculture-là ne soit plus uniquement basée sur les eaux de pluie. Il faut que ce soit une agriculture où on peut donner de l'irrigation aux paysans. Deuxièmement, il faut que cette agriculture-là ne soit plus une agriculture où quand le paysan a fini de cultiver, il se dit « mais je vais aller vendre à qui? Qu'est-ce que je vais faire de ma production ?» Troisièmement, il faut que cette agriculture-là, quand on a fini de produire, quand on a vendu, il faut qu'on puisse créer de la valeur ajoutée. Coût de l'investissement, plus de 140 milliards de francs CFA. L'État de Côte d'Ivoire a obtenu pour ces deux régions, au titre des agropoles sud, un investissement de 44 milliards de francs CFA. Et ce n'est pas tout. Nous avons négocié avec nos partenaires techniques et financiers pour un investissement conséquent dans ces deux régions dont les potentialités se passent de commentaires pour la production dans le vivrier pour un montant de 100 milliards de francs CFA. L'Union européenne est partante pour la pertinence du programme. Nous sommes là pour apporter aux côtés du budget de la Côte d'Ivoire un certain nombre de financements avec l'ensemble des partenaires pour résoudre ces différents défis et qui touchent aussi les effets de déforestation, donc de lutte contre les effets de la déforestation et donc de fertilité des sols et d'augmentation des productions. En attendant, la contribution des partenaires techniques et financiers, Sangafoua Koulibaly rappelle la décision de Maputo. Le programme national d'investissement de deuxième génération appelle à la modernisation, à l'intégration verticale comme transversale du secteur, à l'avènement d'un producteur moderne qui ne se contentera plus de produire et de proposer des produits bruts, mais qui va aller le plus loin possible dans la chaîne des valeurs. Pour ce faire, il nous faut une bonne part du budget de l'État de Côte d'Ivoire. Voilà qui permettra d'exploiter de façon conséquente tout le potentiel agricole des régions de l'Agnébit-Tiassa et de Lamé, parce que la terre, c'est toujours rendre ce qu'on lui donne. Et le programme social du gouvernement est en marche. Les populations de Kamasséla ont désormais accès à l'eau potable. Le château d'eau de cette localité de la région du Bafing, mise en service. Christelle Bédéja, Mahama Traoré. C'est cette ambiance qui a prévalu lors de l'inauguration du château d'eau de Kamasséla, localité située à 5 km de Touba. La construction du château d'eau met fin à plusieurs années de calvaire. Ici, nous, on venait puiser l'eau pour faire la cuisine, et puis on se lavait avec, on faisait tout avec. L'eau là c'est sale, c'est pas propre. Maintenant il y a le château, ça nous plaît, on ne charge plus le bassin, l'eau est propre. Pour satisfaire les attentes en eau potable des populations dans la région, l'État a fait d'importants investissements. La construction du château d'eau de Kamasséla s'inscrit dans le programme social du gouvernement, programme qui vise le bien-être des populations en Côte d'Ivoire. Notre première richesse, ce sont nos parents, ce sont tous ces hommes et femmes qui, par leur dur labeur, pour avancer notre pays. Et il nous appartient de faire le maximum de nos possibilités pour améliorer leurs conditions de vie et leur donner
de l'eau potable, source de vie, mais également de l'électricité et bien d'autres choses. Et c'est à cela que le gouvernement s'attelle. Le château d'eau de Kamasela coûte 150 millions de francs CFA. Il va alimenter les 1500 habitants de Kamasela et ceux des localités environnantes. Comme Kamasela, plusieurs autres villages de la région du Bafing sont dotés de châteaux d'eau dans le cadre du programme social du gouvernement. Et après Kamasela dans la région du Bafing, c'est Belleville-Zoukougbeu dans la région du Haut-Sassandra qui a désormais accès à l'eau potable à son tour. Le château d'eau de la localité mise en service, c'était en présence de plusieurs membres du gouvernement, un soulagement pour les populations. Francis Boifo. Les 23 000 habitants de Belleville, un village de la sous-préfecture de Zoukougbeu, dans la région du Haut-Sassandra, sont désormais soulagés. La secrétaire d'État chargée des droits de l'homme, Aimé Beyou, a officiellement inauguré samedi le château d'eau de cette localité. C'est le bonheur qui est venu sur moi dans mon village. Où je suis là même, je suis content jusqu'à... Je ne sais pas comment faire. Coût du château d'eau de Zoukougbeu, 400 millions de francs CFA. La secrétaire d'État chargée des droits de l'homme a indiqué que cette remise de château d'eau s'inscrit dans le cadre du programme social du gouvernement. Avant les zones semi-urbaines, le gouvernement a procédé à la réhabilitation de plusieurs pompes à motricité humaine à travers les différentes régions en vue d'offrir de l'eau potable aux ménages. Le Kroubi, un événement culturel, économique et social. La 3e édition vient de s'achever à Bandoukou. L'initiateur de la semaine de Kroubi était l'invité de Hamza Diaby dans le Dimanche Magazine. Dans cet extrait, Issoufou Ouattara nous parle de cette fête annuelle. Kroubi tire sa subsistance d'un mot arabe qui veut dire Al-Kroubi, c'est rapprocher de Dieu. C'est rapprocher de Dieu, pourquoi? Parce qu'à l'origine, c'est un concept spirituel. C'est une période où, naturellement, vous avez une affluence vers la région du Zanzan. Oui, la diaspora, Tout le monde entier, de tous les continents, de tous les pays de l'Afrique et de toutes les villes en dehors de la zone. Il y a 3 aspects. Il y a les panels qu'on organise pour instruire. Oui. Il y a les expositions que des opérateurs économiques viennent faire pour vendre et présenter leurs produits, pour que tous les visiteurs qui viennent puissent voir quel est le potentiel réel dans la région. C'est notre contribution au développement de la région du Zanzan. Quand vous dites la région du Zanzan, cela prend géographiquement de Kounfao jusqu'à Doropo, en passant par Tanda, Bouna, Bandoukou, ainsi de suite. Une délégation du réseau des chambres des experts européens était au Burkina Faso. Ils veulent y reproduire le modèle ivoirien de développement local. Le bureau de l'institution ouvert à Ouagadougou. Pour ce faire, cela va renforcer la coopération humanitaire entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Issa Tionayo. Le réseau des chambres des experts européens, département Afrique de l'Ouest, RCDAO, s'étend à travers le continent africain. Après la signature d'accord avec l'État du Burkina Faso le 24 août 2018, le RCDAO vient d'inaugurer ses locaux à Ouagadougou. C'est une délégation d'une 60aine de personnes du bureau sous-régional basé à Abidjan qui a effectué le déplacement. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération du Burkina Faso, Alpha Barry, a procédé à la coupure du ruban, marquant ainsi le début des activités de cette institution diplomatique. Le RCDAO est une organisation internationale qui œuvre essentiellement dans l'humanitaire, notamment en construction des écoles, des centres de santé tout équipés, addiction à l'eau potable, électrification villageoise, l'autonomisation de la femme et, tout récemment, la lutte contre l'immigration irrégulière. Le premier responsable de la diplomatie burkinabé a salué l'énorme travail réalisé par le RCDAO dans les pays comme la Côte d'Ivoire, le Mali et la Guinée. Le président Roch-Marc Christian Kaboré a concédé donc qu'on puisse donner un accord de siège à cette organisation qui a fait ses preuves ailleurs. Nous sommes heureux que l'inauguration de ce siège intervient avec une annonce assez importante qui est celle de doter des communes d'ambulances pour donc les hôpitaux. L'institution du Burkina Faso sera dirigée par le président du Conseil national du patronat burkinabé. Apollinaire Compaoré a été nommé à Bruxelles pour accomplir cette tâche au pays des hommes intègres. Le président du Burkina Faso, Roch-Marc Christian Kaboré,
a profité de l'occasion pour saluer le travail accompli par les membres du RCDAO dans de nombreux pays africains. Des prières pour les disparus des crises que la Côte d'Ivoire a traversées, une initiative de la Fédération des familles pour la paix mondiale et l'unification. Cette organisation prône la paix et la cohésion sociale. Théodore Zouzou, Issa Tionayo. Demander la clémence de Dieu, permettre aux âmes des personnes décédées lors des différentes crises sociopolitiques de reposer en paix, renforcer la cohésion sociale et la paix dans le pays. Ces objectifs ont amené la Fédération des familles de la paix mondiale et l'unification en Côte d'Ivoire à initier une séance de prière. Tous ceux qui se sont vus arracher leur vie pendant nos différentes crises sont dans le monde spirituel, avec un cœur qui contient des sentiments. Que nous les vivons, nous puissions les confier à Dieu pour apaiser leur cœur, pour qu'il nous aide à faire la paix et la réconciliation en Côte d'Ivoire. Une initiative qui acquiert l'adhésion des autorités religieuses traditionnelles et des parents des disparus. Notre pays a été éprouvé. Mais à un moment donné, il faut savoir s'arrêter et regarder dans le rétroviseur ce qui est arrivé dans le passé pour préparer le futur. Cette cérémonie, c'est une cérémonie que vraiment la Côte d'Ivoire devait attendre depuis longtemps. Nous croyons à 100% que la paix va venir parce que la paix commence d'abord dans l'esprit. Je suis très heureux, n'est-ce pas, que cet événement ait lieu et que nous ayons prié pour notre nation. J'ai tout pardonné et je demande aussi à mes frères et sœurs de pardonner. Pour éviter que la Côte d'Ivoire ne sombre encore dans une telle violence, le sénateur Manoubi Kweli fait des propositions. Les ambassadeurs de paix, les chefs coutumiers, les rois et les chefs religieux doivent maintenant se lever, aller vers Mme Alassane Ouattara et Mme Bédié pour les saisir, pour que nous essayions de rapprocher Henri Konan Bédié et Alassane Ouattara. Pour le représentant de la ministre Maria Toukone, cette séance de prière permet de réconcilier les Ivoiriens. C'est l'ensemble des initiatives mises bout à bout qui finissent par faire effet boule de neige et puis qui finissent par implanter une paix durable en Côte d'Ivoire. La Fédération des familles de la paix mondiale et l'unification est née le 12 août 2014 en Corée. La section ivoirienne a pour ambition d'éveiller les consciences et encourage l'adoption de comportements de paix et de cohésion sociale, gage de tout développement. À Ouangolo, au nord de la Côte d'Ivoire, on a également prié pour la paix, une messe d'action de grâce dite à cet effet. Les fidèles chrétiens invités à œuvrer pour la cohésion sociale. Le reportage de Kader Sogodogo. Mission catholique de Ouangolo-Dougou, la paroisse à Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus célèbre une messe d'action de grâce pour la paix en Côte d'Ivoire. Au cours de la messe, les fidèles sont invités à toujours œuvrer pour la paix, gage d'une cohésion sociale. Dans toute maison où vous entrerez, dites d'abord paix à cette maison. S'il y a là un ami de la paix, votre paix ira reposer sur lui. Sinon, elle reviendra sur vous. Restez dans cette maison, mangeant et buvant ce que l'on vous offrira. Les autorités administratives et politiques de Ouangolo-Dougou ont pris part à la messe pour la paix. Leur porte-parole, le député de Ouangolo-Dougou Kawara, a souligné la cohabitation entre la communauté religieuse. À Ouangolo-Dougou, il n'y a pas de question de chrétien ni de musulman. Nous adorons ce Dieu dans la différence et nous nous comprenons. Qu'il continue de prier pour que cette paix-là puisse perdurer. La messe d'action de grâce pour la paix a été marquée par la fin de mission du père Ignabeu Michel Cyril. Après 3 années dans la localité, il a fait ses adieux aux fidèles catholiques de la ville aux 2 frontières, Ouangolo-Dougou. Comme tous les dimanches, nous faisons le tour de l'actualité. Voyons ce qui a marqué le monde cette semaine. Le 7 sur 7, Ahmed Traoré, Abou Sanogo. Après avoir invité 4 élus démocrates à retourner d'où elles viennent, Donald Trump a récidivé ce lundi 15 juillet en leur demandant de s'excuser auprès des Américains, qualifiant leurs actions d'horribles. Il les a accusés d'aimer les ennemis de l'Amérique. Dans un communiqué, la sénatrice républicaine du Maine Susan Collins
a condamné des propos déplacés et estimé que le tweet présidentiel devrait être retiré. François de Rugy a présenté sa démission du gouvernement ce mardi 16 juin. Le ministre de la Transition écologique en France était accusé de dépenses excessives. La pression n'avait cessé de s'accroître sur lui. Le président français Emmanuel Macron a demandé au Premier ministre d'apporter toute la clarté sur cette affaire, affirmant ne pas prendre des décisions sur la base de révélations mais de faits. Le baron de la drogue, Joaquim Guzman alias El Chapo, a été condamné ce mercredi 17 juillet à la prison à perpétuité, assorti de 30 années de prison supplémentaires par un tribunal de New York. Il a été reconnu coupable de 10 chefs d'inculpation à l'issue d'un procès de 3 mois qui a permis d'en savoir sur le trafic qu'il dirigeait entre le Mexique et les États-Unis d'Amérique. Ses avocats annoncent qu'il ferait appel à cette condamnation. Le 21 juillet 2019 marque les 50 ans du premier pas de l'homme sur la Lune. Une occasion de revenir sur l'extraordinaire voyage de la mission Apollo 11. Un pari remporté par Neil Armstrong, Michael Collins et Buzz Aldrin. Dans un contexte de course à l'espace avec l'Union soviétique, l'objectif des missions Apollo 11 était dès le départ de poser un vaisseau habité sur la Lune avant la fin des années 1960. Au Burkina Faso, les familles ne décolèrent pas, malgré les sanctions prises par les autorités de Ouagadougou ce vendredi 19 juillet, après le décès en garde à vue de 11 personnes interpellées par la police lors d'une opération de lutte antidrogue. La directrice de la police judiciaire a été limogée. Mais le geste est insuffisant pour les parents des victimes, qui demandent à ce que la justice du pays fasse la lumière sur cette affaire. La compagnie aérienne anglaise British Airways a annoncé ce samedi 20 juillet la suspension de ses vols vers le Caire pendant 7 jours pour des raisons de sécurité. Les autorités britanniques évoquent un risque accru de terrorisme contre l'aviation. La compagnie allemande Lufthansa a également annoncé avoir suspendu ses vols pour le Caire au départ de Munich et Francfort, uniquement pour le samedi, sans donner de raisons. Les Ukrainiens sont appelés aux urnes ce dimanche 21 juillet pour des élections législatives anticipées qui pourraient permettre au président Volodymyr Zelensky de renforcer son pouvoir et ainsi d'œuvrer au changement qu'il a promis dans un pays marqué par la guerre. Il a promis de lutter contre la corruption et d'améliorer la qualité de vie des Ukrainiens, dont le pays est l'un des plus pauvres d'Europe. Et ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. À la réalisation Backer et l'ensemble des équipes techniques ici en studio et en régie également. L'équipe de rédaction demain. Retrouvez Marine Cognan. Bonsoir.